Ravi de vous retrouver pour cette grande session d'information. Bienvenue à tous sur Gabon 24. Au sommaire de ce journal, le Gabon, notamment Libreville, où le ministre d'État en charge de l'économie numérique a trouvé un terrain d'entente avec les agents de la Poste, SCA, pour une reprise du travail ce jeudi, après un mouvement d'humeur mercredi. En Gambie, après le Burundi et l'Afrique du Sud, le pays a décidé à son tour de se retirer de la Cour pénale internationale. Yahya Jammeh reproche à cette cour de ne juger que les Africains, alors que selon lui, les puissances occidentales se rendent coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Restons en Afrique avec l'Afrique du Sud, où violence rime avec volonté d'une éducation gratuite. Les étudiants de la nation Arc-en-Ciel continuent d'affronter les forces de l'ordre pour faire entendre leur voix. Voilà pour les titres de cette grande session. Madame, Monsieur, voici votre journal. La page gabonaise et nous parlons d'économie et sociale, en bref et en images. La séance de travail des conseillers économiques et sociaux ce mercredi à Libreville. La réunion présidée par Georgette Coco avait pour principal point l'examen du projet de la loi de finances 2017 qui sera voté au Parlement dans les prochaines semaines. La mise en œuvre du projet d'avis qui sera soumis à l'Assemblée nationale et dont entamé 10 jours de travaux intenses avant l'adoption finale en Assemblée plénière. Jamila Bengman nous en dira un peu plus au cours de nos prochaines sessions d'information. Et nous poursuivons cette fois le Sénat gabonais où, en vue de protéger les monuments nationaux qui ont une valeur culturelle, le sénateur du département de la CB-Brikulo, dont nous sommes là dans l'est du Gabon, Ernest Ndasigui Koula, a proposé récemment une loi en cours d'examen en commission au Sénat. Quel est le contenu de cette proposition de loi? Pour le savoir, suivant ce reportage de Bienvenue Nelkem, Jospin Bombadianga. Le patrimoine national est un facteur très important pour un pays de par son intérêt aussi bien culturel qu'historique par exemple. De ce fait, le vénérable Ernest Ndasigui Koula a fait une proposition de loi sur la protection du patrimoine national. Qu'est-ce qui peut être considéré comme patrimoine national? Ce qui peut être considéré comme patrimoine national, tout ce qui a rapport au génie humain, tout ce qui a rapport à l'histoire, à la culture, à la biodiversité, et tout ce que l'homme a pu faire sur Terre et ce que l'homme tire aussi de la nature. La dite proposition a pour objectif de créer un centre national. On sache que si le site est estampillé important sur le plan historique, sur le plan scientifique, sur le plan artistique, il va falloir s'entourer des éléments nécessaires aujourd'hui. Et les sénateurs et les députés vont prendre les mesures nécessaires pour protéger tous ces sites-là, ces objets de valeur. La proposition de loi portant sur la préservation des monuments nationaux va être approfondie par les deux chambres du Parlement afin de prendre des mesures pour protéger les sites. Toujours en bref et en image, Alain-Claude Bilibinzé, ministre d'État en charge de l'économie numérique, s'est entretenu ce mercredi après-midi avec le syndicat des agents de la Poste SCA, des agents qui ont entamé un mouvement de grève mardi, paralysant les opérations dans les guichets. L'objectif de cette réunion, régler les revendications salariales. Le ministre a indiqué que le salaire du mois de septembre a été viré et que celui du mois d'octobre est en cours. Les agents de la Poste reprendront le travail ce jeudi matin, entendu que le paiement du 13e mois sera réglé. Écoutons cet extrait du ministre de la Communication. Le syndicat de la Poste a observé hier un mouvement de grève qui a conduit à ce que les salariés de l'État qui avaient l'habitude de percevoir leurs émoluments mensuels par la Poste ont été orientés ailleurs et en province, il y a eu quelques difficultés. Il s'agissait pour nous de travailler avec le syndicat pour amener la sérénité. Après nos séances de travail, ils ont consenti à faire l'effort de reprendre demain le travail et continuer à servir nos clients de la Poste. Nous avons le souci de ramener la sérénité, d'améliorer l'image de la Poste et de faire en sorte que Poste SA, aussi bien que Poste Banque, retrouve la sérénité et la clientèle habituelle. C'était donc là le ministre d'État en charge de l'économie numérique et de la communication, des arts et de la culture, porte-parole du gouvernement.
Toujours au Gabon, les élèves admis au concours d'entrée en 6e sont fixés depuis hier, mardi, sur les établissements publics et privés qui vont les accueillir après une réorganisation par le ministère de l'Éducation nationale. En témoigne ce reportage de Lardi Guémamba. À 5 jours de la rentrée des classes au Gabon, les élèves admis au concours d'entrée en 6e sont d'ores et déjà fixés sur les différents établissements censés les accueillir. Du lycée Léomba au lycée Paul Ndjenje Ngunju, en passant par le lycée privé Mbélé, le constat est le même. Les anciens élèves de la 5e année connaissent leur nouveau lieu d'apprentissage. Je suis venu regarder mon nom à Epi, Denzeng. Puisque mon nom est sorti, j'ai passé au concours. Je suis fier. Je suis me prendre les informations sur l'école, les listes, combien l'école coûtait. La rentrée des classes 2016-2017 au Gabon est fixée au lundi 31 octobre sur toute l'étendue du territoire. 30 000 élèves feront cette année leur entrée en 6e. Restons en éducation. Au Gabon, pour cette rentrée académique 2016-2017, l'enseignement privé protestant a décidé de réduire les frais de scolarité qui tiennent compte désormais des réalités économiques à Libreville, le Port-Gentil et le reste du Gabon. Ludmila Ntoutoum. Dans la lutte contre la vie chère, tous les acteurs au développement sont unanimes sur le rôle que peut jouer l'éducation. C'est dans cette optique que les administrateurs de l'enseignement privé protestant au Gabon ont revu les frais de scolarité à la baisse pour l'année scolaire 2016-2017. Une ristourne allant de 2% dans les capitales politiques et économiques et 30% dans le reste du pays. L'Église a caractère de faire le social. C'est l'une des missions de l'Église. Aller penser aux plus petits, penser aux plus démunis. L'Église vit dans une société. Et dans la société gabonaise aujourd'hui, il y a la précarité. Ce n'est pas nous qui le disons, il y a des études qui ont été faites dans ce pays qui ont démontré que plus de 30% des Gabonais vivent dans la précarité. Au Gabon, l'enseignement privé protestant est la mère des écoles. Sous tutelle du ministère gabonais de l'Éducation nationale, elle a fait le temps, aujourd'hui, présente dans 9 provinces du pays, dont la mission est de former et éduquer les jeunes Gabonais. Alors, l'enseignement privé protestant résulte de la première école fondée par les missionnaires en juillet 1842. C'est la première école gabonaise qui a été créée ici à Baraka Mission. C'est une seule mission, celle de former et d'éduquer les jeunes Gabonais. Créativité, innovation, trouver les meilleures solutions possibles à l'éducation est l'une des très grandes responsabilités aujourd'hui. Un enjeu majeur national, car l'éducation est non seulement un facteur déterminant pour le succès économique, l'avenir d'un pays, mais aussi un pilier pour d'autres domaines de la vie, de la société civile. Une note environnementale à présent avec l'École nationale des eaux et forêts, une institution paramilitaire qui forme ses étudiants dans les filières bois et environnement. Dans le cadre de la minute de la COP22, la rédaction de Gabon 24 s'est intéressée cette fois à l'établissement pour comprendre son mode de fonctionnement. Lariska Lormamengui. Créée en 1953, l'École nationale des eaux et forêts, ENEF, est située à une vingtaine de kilomètres de la capitale gabonaise Libreville, dans la commune d'Akanda. Elle forme des cadres moyens et supérieurs dans les domaines de foresterie, génie du bois, sciences du bois, pêche, aquaculture, écosystème aquatique, faune, air protégé et environnement. Nous avons, au niveau des cycles classiques, 4 cycles. Agent technique des eaux et forêts, on recrute avec le niveau BPC et après 2 ans, c'est-à-dire 18 mois de formation, ils sortent avec le diplôme. Un peu plus haut, nous avons les adjoints techniques des eaux et forêts. On recrute avec le niveau bac de toute nature, sauf les bacs scientifiques. Il y a les ingénieurs de techniques des eaux et forêts, que l'on recrute essentiellement avec les bacs scientifiques. À eux, il leur faut 3 ans de formation. L'entrée à l'ENEF se fait par voie de concours pour les cycles moyens et supérieurs ou par sélection des dossiers pour les formations en master et les candidats étrangers. Par souci d'équité, par souci d'égalité de chance, est également ouvert aux fonctionnaires qui sont déjà sur leur carrière. Parce que la réforme administrative a très bien travaillé à ce niveau. L'École nationale des eaux et forêts est membre du réseau des institutions de formation forestière et environnement d'Afrique centrale, organe de la Comifac, chargé de l'harmonisation des programmes de formation dans les domaines forestiers, bois, environnement. Ce dernier est aussi une plateforme d'échange entre ces institutions de formation.
TITAF est une plateforme de promotion des entreprises et des commerçants. Elle permet de faire la publicité de leurs produits. Mambelo Ange est le concepteur de cette application. En témoigne ce regard de Andy Tungi, Jospin Bombadianga. Ange Mambelo est le concepteur de TITAF, une application de mise en relation pour les entreprises, ateliers, commerces et autres domaines d'activité. Avec TITAF, tout le monde peut télécharger sur son téléphone Android l'application TITAF et avoir accès à un répertoire de métiers et d'artisans fiables à tout moment, du lundi au dimanche. Et deuxième solution, c'est à l'endroit de mes frères gabonais qui commencent dans ces métiers-là. Des plombiers, des électriciens, des techniciens de surface, des menuisiers, les étanchéistes, ceux-là qui ne sont connus que dans leur quartier. Voilà une plateforme qui va leur permettre d'être connus. Depuis le 25 août 2016, date d'apparition et du téléchargement de l'application via Play Store, bon nombre d'utilisateurs gabonais pensent que la plateforme est un lieu de découverte car elle permet aux entreprises de vulgariser leurs produits. Moi, je trouve satisfaction. Surtout pour un chef d'entreprise comme moi, c'est quelque chose de très important pour une vitrine. La plateforme TITAF, avec les différents artisans qui sont à l'intérieur, il y a des liens qui se sont créés, c'est quelque chose de bien. Selon le concepteur de TITAF, il s'agit là de la première plateforme du genre au Gabon, car plus simple et efficace. Ouvrons la page africaine de cette grande session. Tout d'abord, après les décisions similaires de deux pays africains, notamment le Burundi et l'Afrique du Sud, la Gambie a décidé de se retirer de la Cour pénale internationale, a annoncé mardi soir son ministre de l'Information. Dans une déclaration à la télévision nationale, il a accusé la CPI de persécution envers les Africains, en particulier leurs dirigeants. Le récit de Katia Sandon. La Gambie va se retirer de la Cour pénale internationale CPI, a annoncé mardi soir son ministre de l'Information, Chérif, après des décisions similaires des deux autres pays africains, le Burundi et l'Afrique du Sud. Dans une déclaration à la télévision nationale, reprise sur les réseaux sociaux et diffusée sur YouTube, le ministre a accusé la CPI de persécution envers les Africains, en particulier leurs dirigeants, alors que selon lui, au moins 30 pays occidentaux ont commis des crimes de guerre depuis la création de cette juridiction sans être inquiétés. Cette décision constitue un revers personnel pour la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, de nationalité gambienne, qui a été ministre de la Justice du président Yahya Jammeh. La Gambie a tenté en vain de convaincre la CPI de poursuivre les pays de l'Union européenne pour la mort de nombreux migrants africains en Méditerranée, a affirmé Chérif, précisant que son pays avait menacé de prendre des mesures. Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon et le président de l'Assemblée des États partis au traité fondateur de la CPI et le ministre sénégalais de la Justice, Sidiki Kaba, ont appelé les pays qui critiquent le fondement de cette juridiction à ne pas s'en retirer, mais à résoudre leurs différends par le dialogue avec les autres membres. L'annonce de la Gambie augmente la pression qui pèse sur la CPI, accusée de poursuivre un programme néocolonialiste en Afrique. 9 de ces 10 enquêtes actuellement concernent le continent africain. Partons pour l'Afrique du Sud, où des étudiants ont mis le feu à un bus lors d'affrontements avec la police dans les rues de Johannesburg, après une nouvelle journée de manifestations violentes pour une éducation universitaire gratuite. Marina Mendeman s'en fait l'écho. Les manifestations estudiantines se poursuivent en Afrique du Sud. Mardi, au cours de nouvelles échauffourées avec les forces de l'ordre à Johannesburg, des manifestants ont mis le feu à un bus dans lequel se trouvaient apparemment des passagers. Les faits se sont déroulés non loin de l'université de Witwatersrand dans le centre de Johannesburg, malgré une forte présence policière. La veille, dans la ville de Cape Town, les manifestants ont incendié 4 véhicules. Depuis le début des manifestations estudiantines, les affrontements violents avec les forces de l'ordre sont devenus quasi quotidiens sur de nombreux campus à travers le pays. Les étudiants sud-africains continuent de réclamer un accès à l'enseignement supérieur gratuit. À cette demande de gratuité de l'enseignement, le gouvernement répète qu'il n'a pas les moyens d'offrir des enseignements gratuits pour tous. Le ministre de l'Enseignement supérieur avait même annoncé que les frais d'inscription pourraient augmenter jusqu'à 8% dans les universités publiques.
Malgré une perturbation quotidienne des cours par des manifestants, les universités, à quelques jours des examens de fin d'année, tentent de poursuivre leurs activités pour ne pas perdre toute l'année académique 2016-2017. Pendant ce temps, en Ouganda, 63 écoles sont menacées de fermeture. Le ministre de l'Éducation et du Sport, Janet Museveni, a formellement annoncé durant une session du Parlement le 9 août dernier que le gouvernement fermerait bientôt les écoles mises en place par la plus grande et la plus controversée des chaînes d'écoles à bas coût dans le monde. Retrouvons Marina Mendeman. L'Ouganda s'apprête à fermer des écoles privées à but commercial en raison du non-respect des normes basiques en matière d'éducation. Au total, 63 écoles soutenues par le milliardaire Bill Gates, le fondateur de Facebook Mark Zuckerberg, ainsi que le gouvernement britannique sont menacés de fermeture. Ces établissements font partie des écoles de Bridge International Academy. Le gouvernement ougandais accuse ces structures scolaires de ne pas respecter les standards de formation du pays. Le ministre ougandais de l'Éducation et du Sport, Janet Museveni, a formellement annoncé durant une session du Parlement le 9 août dernier que le gouvernement fermera bientôt les écoles mises en place par la plus grande et plus controversée des chaînes d'écoles à bas coût dans le monde. Le ministre a également indiqué avoir pris sa décision sur la base de rapports techniques qui ont révélé que ces écoles ne respectaient pas les normes nationales et en particulier que les supports pédagogiques utilisés n'encourageaient pas l'interaction entre les enseignants et les élèves. Présent dans de nombreux pays, notamment au Nigeria, au Libéria ou encore en Inde, Bridge International Academy, qui dirige 63 crèches et écoles primaires en Ouganda, affirme vouloir offrir une éducation de qualité, pas chère aux élèves les moins nantis. Vendredi prochain, la Cour suprême ougandaise devra décider si ces écoles doivent fermer ou pas. La décision de cette Cour aura un impact sur les 12 000 étudiants qui fréquentent ces établissements. L'actualité hors du continent n'étant pas en reste dans cette grande session. Tout d'abord en France, le président français François Hollande a appelé ce mardi la coalition internationale anti-djihadiste à anticiper les conséquences de la chute de Mossoul en Irak. Le récit de Lardingue Mamba. Anticiper les conséquences de la chute de Mossoul en Irak en prenant notamment en compte le retour des djihadistes étrangers dans leur pays d'origine. C'est l'appel lancé ce mardi par le président français François Hollande à la coalition internationale anti-djihadiste, en insistant sur les enjeux politiques, humanitaires et sécuritaires de l'offensive contre la deuxième ville irakienne. Cette reconquête, qui prendra du temps, n'est pas une fin en soi, car nous devons d'ores et déjà anticiper les conséquences de la chute de Mossoul. C'est dans ce but que la France, il y a quelques jours, a réuni l'ensemble des ministres des Affaires étrangères des pays concernés à Paris pour imaginer ce que sera l'après Daesh à Mossoul. De même que nous devons être très vigilants face au retour des combattants étrangers. Les Occidentaux se concertent sur la stratégie à suivre désormais face à l'organisation État islamique. Une réunion en format réduit, la 5e de ce type, se tient ce mardi au ministère français de la Défense. Aujourd'hui, en termes de frappes menées par cette coalition qui n'exclut pas la Russie, les États-Unis représentent 75% et le reste est effectué par les pays européens, donc la France, ainsi que par le Canada et l'Australie. 2 Marocains, imams d'une mosquée de l'île espagnole d'Ibiza, ont été arrêtés ce mardi. Ils sont soupçonnés d'avoir fait l'apologie du groupe État islamique et incité au djihad selon la garde-côte civile. Bienvenue Nelkem. Depuis 2015, les forces de sécurité espagnoles ont arrêté 156 personnes qu'elles présentent comme de présumés djihadistes. L'Espagne a, jusqu'à présent, été épargnée par des attentats meurtriers revendiqués par l'État islamique, contrairement à la France voisine. Cependant, mardi, 2 Marocains de 31 et 35 ans, imams d'une mosquée de l'île espagnole d'Ibiza, ont été arrêtés, soupçonnés d'avoir fait l'apologie du groupe État islamique et incité au djihad, selon la garde civile. Ils ont exprimé publiquement et de façon répétée sur les réseaux sociaux leur soutien au groupe terroriste Daesh, à ses méthodes et à son idéologie salafiste djihadiste, écrit la garde civile dans un communiqué. Les 2 hommes, arrêtés dans la ville touristique de San Antonio de Portmany, étaient imams dans une mosquée, une position privilégiée pour exercer leur influence sur les membres de la communauté musulmane de l'île, affirme la garde civile. Les enquêteurs ont jugé particulièrement grave qu'ils aient eu de l'influence sur des mineurs auxquels
il donnait des cours au sein de la mosquée. Selon le communiqué, les 2 imams arrêtés pour propagande du groupe État islamique incitaient à la haine envers les prétendus ennemis de l'islam. Cap sur le Venezuela, où le Parlement du pays, contrôlé par l'opposition du centre droit, a approuvé ce mardi l'ouverture d'un procès en destitution contre le président socialiste Nicolás Maduro, précipitant un peu plus ce pays pétrolier dans la crise politique. Katia Sandon. Les députés ont adopté mardi l'ouverture d'une procédure contre Nicolás Maduro afin d'examiner sa responsabilité pénale, politique et son abandon de poste. Nous voterons sur un possible procès criminel contre M. Nicolás Maduro. Un procès politique contre M. Nicolás Maduro, et cette commission commencera aussi à enquêter sur le sens de l'abandon de son mandat, comme cela est mentionné dans la Constitution. L'armée très puissante dans ce pays a apporté mardi son soutien au président en promettant, via le ministre de la Défense Vladimir Padrino López, de défendre le projet socialiste et le gouvernement légitime de Nicolás Maduro. Avec tout le respect que je vous dois, je pense que vous n'avez ni la force ni le courage de maintenir ce que vous avez dit. Je parle au nom de tous les soldats bolivariens, au nom de la dignité des forces armées, et j'exige le respect pour les forces armées nationales bolivariennes. Si le procès en destitution n'existe pas en tant que tel dans la constitution vénézuélienne, la procédure pour manquement au devoir de sa charge lorsque le chef de l'État ne remplit plus ses fonctions y figure bien, soulignent les juristes. Or, la portée de ce vote semble ne pas être claire, puisque le tribunal suprême de justice ayant bloqué tous les projets de loi du Parlement depuis qu'il a basculé dans l'opposition en janvier dernier, mettant fin à 17 ans d'hégémonie chaviste. Monogamie, mariage mixte, divorce. Aux commandes de la première mosquée scandinave dirigée par des femmes pour les femmes, Chérine Cancan puise dans la lettre coranique les clés d'un féminisme islamique qui transgresse les canons conservateurs tels que nous le rapporte Linda Gaël Maganga. C'est la première mosquée réservée aux femmes de religion musulmane. Elle a la particularité d'avoir à sa tête une femme pour imam. Si le fait est nouveau au Danemark, Sherim Kakan, imam de la dite mosquée, confie que son aspiration n'est pas en contradiction avec les écritures saintes du Coran. Nous disons que nous sommes en train de relire le Coran selon notre époque et notre société. Nous revenons aux sources, nous revenons au Coran. Je veux dire, parler des droits des femmes, que ce n'est qu'un phénomène occidental. Je veux dire que ça représente un idéal islamique. Ce changement représente une nouvelle lecture qui met en avant la capacité des femmes à gérer un lieu de prière, mais laisse entrevoir un bouleversement culturel et de la pratique de l'islam. Je le vois comme un début. Il faut du temps pour changer l'esprit des musulmans qui ont utilisé les institutions de la mosquée où les hommes dirigeaient la mosquée. La mosquée dirigée par les femmes a ouvert ses portes en mars et a célébré sa prière inaugurale un vendredi d'août. Saliha Marie Fett, une imam née au Danemark, y a tenu le prêche devant une soixantaine de femmes, dont des représentantes des communautés chrétiennes et juives de la capitale danoise. En Floride, dans le seul comté des États-Unis, où la majorité de la population a plus de 65 ans, 120 000 retraités ont posé leurs valises dans un village créé spécialement pour eux, situé au centre du plus peuplé des États-Unis, Clay. Il connaît la croissance démographique la plus importante du pays et la majorité de ses habitants sont enregistrés sur les sites républicains. Le reportage. C'est un village où l'on se déplace principalement en voiture de golf, un paradis pour retraités, où les concerts de country rythment les après-midi. The Villages connaît la plus forte croissance démographique des États-Unis. 120 000 habitants vivent ici, 15 fois plus qu'au début des années 2000. Vétéran de la guerre du Vietnam, John Calandro a quitté le froid de Détroit il y a 6 ans pour la douceur de vivre floridienne. Républicain depuis toujours, il a pris la tête du comité local du parti. Pour lui, aucun doute, dans son comté, Donald Trump est en terrain conquis. Personne n'est né ici, nous venons tous de différents États. C'est un style de vie génial, très conservateur. Les gens sont très attachés à leurs valeurs, on est très patriotes ici.
pour assurer une victoire écrasante au village et convaincre les femmes de voter Donald Trump. John est entouré d'autres retraités, comme Marina. Nous sommes 135 femmes et nous faisons partie de l'association de l'État qui en compte 5000. Et nous soutenons Trump parce qu'il parle clairement de l'économie de l'emploi. Nous voulons tous des emplois pour nos enfants et nos petits-enfants. De l'autre côté du village, les retraités démocrates se mobilisent eux aussi. Ce sont les derniers qui nous restent. Et il me faudrait aussi quelques pancartes pour ma voiture de golf. Les résultats des précédentes élections ne leur donnent pas l'avantage, mais chaque voix arrachée ici est une petite victoire. Il y a beaucoup plus de démocrates que les gens pensent, parce que nous sommes plus silencieux. Nous ne pouvons pas être aussi démonstratifs que les républicains, parce que c'est un comté traditionnellement républicain. Au village des seniors, le 8 novembre, les résidents se rassembleront pour suivre les résultats de l'élection. Et le vainqueur, républicain ou démocrate, sera célébré au son de la country. Avant de vous quitter, le rappel des principales articulations. Le Gabon, notamment Libreville, où le ministre d'État en charge de l'économie numérique a trouvé un terrain d'entente avec les agents de la Poste SA pour une reprise du travail ce jeudi, après un mouvement d'humeur mercredi. En Gambie, après le Burundi et l'Afrique du Sud, le pays a décidé à son tour de se retirer de la Cour pénale internationale. Yahya Jammeh reproche cette fois à la Cour de ne juger que les Africains, alors que selon lui, les puissances occidentales se rendent coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Et nous sommes restés en Afrique dans cette session avec l'Afrique du Sud où violence rime avec volonté d'une éducation gratuite. Les étudiants de la nation arc-en-ciel continuent d'affronter les forces de l'ordre pour faire entendre leur voix. Voilà, Madame, Monsieur, tout ce qui a retenu notre attention pour cette grande session. Au nom de toute l'équipe, merci de nous rester fidèles. L'information continue sur Gabon 24, mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.